Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de rester avec nous pour la deuxième partie de cette soirée. Mon nom est Mahmoud Mohamedou, je suis professeur d'histoire internationale ici à l'Institut. J'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette discussion, peut-être plus qu'un débat. D'abord, quelques remerciements aux organisateurs, à Ciné ONU, les Nations Unies, la mission permanente de la France qui soutient également cet événement, l'Institut, Madame Jacqueline Côté, tous les collègues, et bien sûr Monsieur Michael Moller pour sa pertinente et aimable introduction. On a le plaisir, vous les avez reconnus, en tout cas deux d'entre eux, la troisième est la co-réalisatrice du film, je vais vous les présenter à l'instant, d'avoir avec nous des gens qui ont témoigné dans ce documentaire puissant, que je pense a dû nous toucher tous d'une manière ou d'une autre. Je vous les présente formellement. Antoine Léris, qui est donc le co-auteur et le co-réalisateur du documentaire. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Laura Dolci, que vous avez vu également dans le documentaire, qui est ici avec nous à l'Institut pendant quelques mois. She's a Senior Visiting Fellow at the Program for the Study of International Governance ici à l'Institut. Bienvenue Laura, merci d'être avec nous. Et Karine Dufour, donc co-réalisatrice et co-auteur du film, bienvenue également. On va avoir un petit échange avec nos invités, peut-être recueillir un peu plus vos réflexions, vos commentaires que vous voudrez partager avec nous, et puis prendre quelques questions dans la deuxième partie. Monsieur Moller l'a dit tout à l'heure de manière assez pertinente, il y a une forme de paradoxe dans la discussion ambiante sur le terrorisme. On en parle énormément, c'est tout autour de nous, c'est malheureusement le grand phénomène de notre époque, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui doit rester abstrait. Hein, c'est le terme qu'il a utilisé. Et je pense que c'est un peu le paradoxe de cette thématique, que cette dimension donc, de ceux qui en sont touchés directement, c'est le cas en tout cas d'Antoine et de Laura ce soir, puissent ne pas forcément être tellement présents ou autant présents qu'ils devraient l'être dans cette discussion. Donc je crois que ce qu'on peut recueillir immédiatement de ce documentaire que vous avez produit et des réflexions qu'on va avoir, je pense que c'est un point de départ à partir de ceci. Antoine, je voudrais peut-être commencer par vous. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce documentaire. On voit deux thématiques qui reviennent assez régulièrement dans les gens avec lesquels vous êtes entretenus. C'est ce refus de la victimisation, d'une part, et ce désir de comprendre, qui sont, je crois, assez complémentaires, qu'on voit d'une manière ou d'une autre dans presque toutes les interventions. Mais peut-être partir à partir de vous, partir à partir de cette lettre, hein, qui vient très tôt, 3 jours. Qu'est-ce qui vous a donné cette motivation d'écrire cette lettre et de partir dans ce processus ? En fait, c'était très personnel au départ. Au départ, ça devait juste rester pour moi et mes proches. Je commençais à entendre de la part des gens qui étaient autour de moi des choses qui, je pensais, allaient nous détourner de l'essentiel. Et il s'avère que l'essentiel pour moi, pour les parents d'Hélène, pour ses amis qui sont aussi mes amis, l'essentiel c'était qu'Hélène n'était plus là, c'était qu'Hélène était morte. Les circonstances étaient pour moi une sorte de décor, quelque chose d'assez abstrait. Et donc ce texte visait d'abord à leur dire, souvenons-nous de ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a perdu quelqu'un à qui on tenait infiniment, pour moi, plus qu'à tout au monde. Donc c'était pour rappeler ça. Et puis j'entendais aussi, à vrai dire, j'ai entendu une phrase. J'ai entendu quelqu'un, je dirais pas qui, parce que je lui laisse la paternité de ses paroles, qui disait il faut pas qu'elle soit morte pour rien. Et ça a fait un déclic en moi, où je me suis dit comment ça ? C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que si on bombarde, si on répond, si on gagne la victoire, elle ne sera pas morte pour rien. Elle sera, quoi qu'il arrive, morte pour rien, évidemment. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ensuite, je suis allé dans la voiture pour chercher mon fils et que j'ai écrit cette lettre. C'est parti de cette phrase-là, qu'elle ne soit pas morte pour rien.
J'ai trouvé ça ridicule, comme s'il y avait des morts utiles, comme si ça pouvait exister une mort utile. Une quête de sens, mais aussi un message. Non, pas de message en fait. Pas de message. Non, je suis désolé, j'aurais adoré être Je suis un fervent humaniste, mais dans ce moment-là, j'étais juste un père qui tentait de se protéger lui et la cellule familiale qu'il allait recréer avec son fils. Donc, clairement, il n'y avait pas de... Ou alors si, le message, c'était de dire, si je cède à ça, je suis perdu, en plus de leur donner la victoire qu'ils attendent. Donc oui, il y a une forme de résistance face à cet acte, pour dire non, je ne me laisserai pas faire, mais il y a surtout l'idée de protection de nous, que j'avais un enfant à qui j'ai dû l'annoncer, à qui j'ai dû le dire, à qui j'ai dû le faire ressentir, parce qu'il était dans mes bras quand je lui ai dit, même si je sais qu'il n'a pas tout compris, je sais qu'il a ressenti des choses. Qu'est-ce que je pouvais lui dire après ? Notre vie, ce sera de tourner autour de cet acte-là, de cet acte qui n'a pas de sens, qui est un acte voulu comme étant un acte qui n'a pas de sens. Ce n'est pas un acte politique, cet acte terroriste. C'est massacrer le maximum de gens pour créer le maximum de peur dans la population. Et encore, l'objectif de créer le maximum de peur, il est pour ceux qui pensent cet attentat. Pour ceux qui le font, je ne suis même pas sûr que ce soit présent au moment où ils le font. C'est un acte suicidaire et que dans ce suicide, ces gens-là ont voulu emporter le plus de personnes avec eux qu'ils pouvaient. Donc si je laisse toute ma vie et toute sa vie, toute la vie d'un jeune enfant se construire autour de cette idée que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a rien au-delà de l'aléatoire, je pense que c'est quelqu'un qui va forcément se perdre à un moment ou à un autre. Je ne dis pas que Melville, mon fils, grâce à ça ou avec ça, ou forcément se retrouvera, mais quelque part, il a un endroit où il sait qu'il peut être dans la réflexion, dans l'intelligence, dans essayer d'aller au-delà. Il y a au moins un endroit avec moi où il peut être confortable là-dedans. Ce que je voulais, c'était lui créer cet endroit-là. Et ces réflexions, cette expérience telle que vous la partagez avec nous, déjà à partir du film et ce soir, est-ce que c'est une trajectoire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez immédiatement, tout dogo, vécu, comme vous le dites, pour exprimer ceci? Ou est-ce que c'est quelque chose, parce que maintenant nous avons quand même moins de 2 ans, est-ce que c'est quelque chose qui vous êtes passé par différentes étapes? On voit dans le documentaire qu'à chaque rendez-vous, vous avez une certaine dimension de la question qui est illuminée. Est-ce que tout ceci, je veux dire, aboutit à ce que vous partagez aujourd'hui, ou est-ce que vous avez senti ceci dès le départ comme étant quelque chose que vous vouliez communiquer en ce sens-là, à vous-même? D'ailleurs, quand je disais message, je pensais à vous-même. Ça a été une intuition, oui, forcément. De toute façon, quand j'ai écrit ces propos, j'étais dans un brouillard complet de douleur, d'incompréhension, d'hébétement. J'étais de toute façon absolument désarmé et quelque part tellement affecté par la douleur que j'étais inconscient. Et donc oui, ça a été comme un geste instinctif, ensuite un instinct qui... Enfin non, pas un instinct, pardon. Ça a été une sorte de réflexion instinctive, une sorte de déduction instinctive, qui vient certainement de ce que j'ai vécu, de mon histoire personnelle, de mon passé, de mon éducation, de ma culture. C'est certainement un mélange de tout ça. Je ne sais même pas si j'ai envie d'analyser exactement d'où ça vient. Et c'est arrivé comme ça. Hein. C'est arrivé en me disant c'est le seul moyen que j'ai de nous protéger de ça. Et ensuite, tout le reste de cette année, parce que tout s'est fait sur une année qui a été... une année harassante, tout le reste, ça a été des quêtes. Sans que je sache exactement où j'allais au départ. Le livre, qui a été une quête très intime, de quels étaient les jours après, de qu'est-ce que c'est de perdre quelqu'un de si cher, qu'est-ce que c'est de voir le pilier d'une famille s'effondrer comme ça. Et cette quête-là, qui est une quête complètement différente, qui est, après ce retour sur moi que j'ai fait dans le livre, c'était au contraire aller rencontrer les autres. Et ce que je dis au début du documentaire, et Karine pourra en témoigner, est exactement la manière dont on l'a fait. J'ai demandé à France 5 toute liberté pour le faire, et
qu'ils ne pouvaient m'obliger à rien. Je leur ai dit, moi, mon principe d'action, c'est que je ne demanderai à personne ce que je ne voudrais pas qu'on me demande à moi-même. Et c'était, je veux le faire, mais je ne sais pas où je vais. Et je ne savais pas où j'allais. Et j'allais juste à la rencontre de gens. Et ce sont ces gens que j'ai rencontrés, sur lesquels j'ai mis des visages, parce qu'il y a des noms, il y a des listes. Moi, je vais juste vous raconter une anecdote rapide. On était dans le train en arrivant avec Karine, et elle prépare un autre documentaire. Elle est spécialiste des sujets joyeux, c'est sur le viol des mineurs. Si vous voulez avoir des discussions très drôles, demandez à Karine, elle est super. Et elle avait des listes d'associations de victimes, des listes. Et quand on voit les morts du Bataclan, les morts des terrasses, les morts de Saint-Denis, il y a un effet de liste, quoi. Et quand j'ai vu sa liste, j'ai eu un vieux réflexe en me disant, j'aimerais pas faire partie de cette liste. Et ben en fait, dans cette liste, et c'est ce que j'ai découvert en faisant le documentaire, on y trouve aussi de la chaleur, on y trouve aussi des gens, on y trouve aussi de l'énergie. Même quand on est dans cette liste, on n'est pas que malheureux, quoi. On a aussi quelque chose de chouette qui peut nous attendre. Et précisément, j'allais vous demander, lors de cet exercice, en allant à la rencontre de ces gens qui, en gros, ont subi également cette perte. D'ailleurs, c'était intéressant que vous reveniez sur des épisodes de terrorisme passés, dans les années 80, par exemple, on l'a vu. Quelque chose vous a surpris dans ces rencontres? La fraternité immédiate. C'est-à-dire que Karine pourra en témoigner aussi. À chaque jour de tournage où il fallait rencontrer quelqu'un, j'avais mal au ventre. Je lui disais, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je lui faisais des SMS pour lui dire, je peux pas, je serai en retard, je viens pas. À chaque fois. Et le pire, c'est que je pense que de l'autre côté, eux qui m'attendaient, ça c'est Laura qui pourra en témoigner, ils étaient là, non, je veux pas qu'ils viennent. Au secours, libérez-moi de ce truc, j'annule. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont annulé puis qui sont finalement revenus parce que c'était très difficile. Et puis quand on arrive, on s'embrasse et c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Ça me l'a fait pour ce documentaire, mais je vais vous dire, ça dépasse toutes les frontières, ça dépasse les langues. Je suis allé en Angleterre, j'ai répondu à une interview et il y avait un photographe qui devait pour le journal faire la photo. Les journaux adorent faire beaucoup de photos. Et je voyais le mec qui me regardait avec un air... je sentais qu'il y avait quelque chose. Et ce monsieur, après avoir fait la photo, m'a dit, bah, écoutez, moi aussi, j'ai vécu un attentat il y a des années. Il me l'a dit en anglais, mais mon anglais is too poor to tell it in English. En français. Et il me l'a dit, j'ai vécu et j'ai essayé de vivre exactement selon les mots que vous avez dit, moi, à mon époque. Et on s'est embrassés et il y avait quelque chose d'une reconnaissance immédiate, d'une fraternité immédiate, quelque chose de profond. Ça se voit à plusieurs moments dans le film. Merci en tout cas de partager avec nous. On prend pour argent comptant, on regarde ceci comme un documentaire fini et bien ficelé, bien fait. Mais en réalité, c'est des choses très intimes. Hein, donc, merci beaucoup de prendre ceci. De la même manière que je pense qu'avec Laura, je vais passer à Laura pour, dans un instant, poursuivre la discussion. Une dernière question. Où en êtes-vous aujourd'hui? Comme tout le monde, ça dépend des jours. Ça dépend de... Il y a des jours où je me dis, je sais parfaitement où je vais, ça va être super, ça va être comme ci, comme ça. En plus, mon fils va bien, je suis en bonne santé, j'ai échangé la clope contre la clope électronique. Puis il y a d'autres jours où je me retrouve à fumer une pauvre cigarette et à boire trop le soir et à me dire que c'est pas possible, quoi. Mais j'imagine que là, tout le monde dans cette salle connaît cette situation-là. Donc voilà. Ou s'il y a quelqu'un qui est heureux tous les jours, qu'il se lève et qu'il le dise, parce que on a besoin de recettes comme ça. Mais voilà. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci, Antoine. Laura. Oui, non. J'espère. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci pour votre témoignage également dans le film. Et, donc, on rappelle que vous avez malheureusement également connu cette expérience. Il y a 13 ans maintenant, donc c'était en août 2003, c'était l'attentat aux Nations Unies à Bagdad, le siège des Nations Unies. Vous avez malheureusement perdu votre mari, on l'a vu, le père de votre fils également. Et puis, voilà, un peu, je pense qu'il y a une forme de fraternité qu'on voit immédiatement dans votre rencontre, dans le film. Mais peut-être...
lorsque vous avez regardé ceci pour la première fois, lorsque vous avez vu l'expérience ou rencontré Antoine ou parlé avec lui, quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à cette trajectoire qu'il a vécue d'abord plus récemment et puis de manière beaucoup plus, disons, immédiate en ce qui le concerne dans sa réaction? La rencontre avec Antoine a été quand même très particulière. J'avais un peu mal au ventre avant de le rencontrer parce que de toutes les histoires, malheureusement, dans les derniers 13 ans, 14 ans, ça n'est pas arrêté. Donc, mon chemin a croisé celui d'autres victimes. Mais Antoine, quand même, c'était assez particulier. Il m'a écrit un email, j'étais au bureau, ça dit bonjour, je pensais que c'était un spam, et puis j'ouvre, il y a 3 phrases en anglais, assez bon, qui m'a dit je suis telle et je pense devoir moi en vous dans quelques ans. Et là, la chaise a fait comme ça. Et puis, j'avais lu son Facebook post, mais je n'avais pas retenu son nom. Donc, Antoine, ça ne me disait pas. Et donc, j'ai googlé, j'ai bien compris que c'était lui. Et après, j'ai vite fait les comptes. Et c'est vrai qu'il y a de toutes les rencontres que j'ai faites ces années, et celle-là avait quand même un effet un peu miroir. Donc, lui, il s'attendait de voir peut-être son enfant un peu plus grand et voir si cette dame blonde était désespérée et buvait et fumait 3 paquets de clopes. Mais moi, je dis pas que j'avais peur, mais l'idée de me revoir, parce que Jean-Célim et moi, on avait 33 ans, Hélène et Antoine avaient 33 ans, Melville a une année et quelque chose, et notre fils avait presque un mois. Donc l'effet miroir, il était pour les deux. Mais c'était quand je l'ai raccompagné à l'aéroport, voilà, vous avez dit fraternité, chaleur, mais plus que ça, c'est le réconfort de voir, et je ne le dis pas avec rhétorique, qu'il y a une humanité qui tient à l'humanité. Et tu ne veux pas te souhaiter à autre, mais quand ça arrive à autre, la plupart des victimes que j'ai connues, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui essayent, c'est des gens qui tombent, qui remontent, qui n'ont pas de vengeance. Et c'est vraiment le cas, parce qu'on voit presque dans tous les cas, il y a cette espèce de... Pas de pardon, parce que Lundell explique très bien, exactement, mais disons cette révolte, comme elle dit, mais disons canalisée. C'est la révolte canalisée, c'est la dignité, c'est la tête haute. Aurélie, c'est la dame enceinte, elle le dit très clair. Je pense que le déclic vient aussi du fait que ce n'est pas une fatalité. C'est un crime, c'est un assassinat, et tu veux tenir la tête debout. Et dans le cas de Karine et Antoine, c'était très fort. Ils sont répartis. Je savais qu'on allait passer une journée très très belle, mais elle était si intense et si vraie qu'à la fin, on l'a partagée aussi avec Mathias Selim. Ça, c'était pas prévu. Au début de la matinée, quand je suis allée à l'ONU, je ne savais pas si on aurait fini par ouvrir la maison, mais c'est venu... Et je pense que même, et là je ouvre une parenthèse un peu familiale, mais même pour Mathias Selim, et d'ailleurs ce soir il est là avec des copains, cette rencontre, ça a été... parce que les enfants, ils regardent à la télé, ils ne comprennent pas, et la télé, elle montre que l'autre côté, c'est les âmes mortes, c'est les visages noirs. Et là, c'est un visage, bien sûr, avec des traits et des souffrances, mais un visage très humain. Et le fait qu'on soit tous là ce soir, c'est l'humanité qui est majoritaire. À la fin. Justement, est-ce que je peux bien sûr, je vous en prie. Rajouter quelque chose, parce que la question que vous posiez, c'est justement que effectivement dans les témoignages, on a des gens qui ont des réactions qui apparaissent similaires. Il faut quand même dire que c'était pas le cas forcément au début. Moi, je prends un exemple où surtout c'était pas formulé comme ça. Je vais prendre juste l'exemple de Jamel. Jamel, on l'a rencontré avec Karine parce que voilà, Karine avait été émue, il y avait quelque chose, mais aussi parce que Jamel, quand elle lui a dit Antoine voudrait te rencontrer, il lui a dit non mais moi t'es fou, moi j'ai la haine, moi je veux pas le savoir. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et puis on s'est rencontrés et on a discuté, et en fait la question c'est même pas que je l'ai convaincu, hein, c'est pas du tout ça.
c'est que simplement, en fait, il est allé au bout de sa propre réflexion. Jamel, c'est quand même quelqu'un qui m'a dit « Je suis prêt de ma poche à lui payer un avocat pour qu'il soit jugé selon nos lois ». Il était réellement prêt à ça. Et donc, c'est quelqu'un qui, en avançant dans sa réflexion, finalement, on s'est retrouvé au même point. On n'avait pas les mêmes mots pour le dire. Lui avait une autre manière de réagir instinctivement, mais on en est arrivé au même point. Tout ça pour dire que ça, ce qui vaut pour Jamel, et là c'est notre responsabilité collective à tous ceux qui sont dans la salle, vaut pour tous les gens qu'on rencontre et qui, au premier abord, vont dire non mais moi j'ai envie de taper fort et ne pas savoir sur qui je tape. Laura. Ouais, par contre, je voulais quand même préciser une chose. Le contexte qu'on voit, c'est quand même un contexte français. Bon, parmi les victimes, il y avait 19 nationalités la nuit du 13 novembre, mais là c'est la France qui a mis quand même en place une réponse étatique. Jamel, il est dans un hôpital militaire qui fait partie maintenant d'un réseau législatif que la France a mis en place pour répondre aux besoins des victimes. Alors, dans un contexte comme ça, qui est un contexte déjà de reconnaissance du fait de ce qui s'est passé, et dans un cadre où la victime est prise en charge, je pense que ce processus est peut-être un peu plus facile. J'ai aussi rencontré des victimes, parce que dans la plupart des pays, il n'y a rien, où déjà le fait que tu es victime n'est pas reconnu, et donc tu fais face à tout ça, tes doutes, tes questions, le manque d'un sens, ton deuil, les dégâts physiques et psychologiques, seul. Et la solitude n'est pas nécessaire. Dans la solitude, peut-être que les pensées se formulent aussi différemment. Et donc, il faut aussi... Oui. La victime, peut-être, elle ne veut pas s'appeler victime, mais l'État doit l'appeler victime. Justement, voilà. Je voulais vous amener sur ce terrain, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, ici, vous travaillez sur cette thématique. Vous avez donc vécu ceci, comme on l'a dit, mais vous êtes en train de développer un projet de travail sur ces questions. Il y a un déficit en apparence. C'est un peu le paradoxe sur lequel j'ai commencé tout à l'heure. Il y a toutes ces thématiques, tous ces outils, cette actualité. Hein, on le voit également dans le documentaire. Et en même temps, paradoxalement, il y a un déficit. Dites-nous un petit peu quel est le manque fondamental. Vous avez fait mention de quelques politiques au niveau national, mais vers quoi s'orientent vos recherches à ce stade? Déjà, il y a un paradoxe, parce que il y a une guerre contre le terrorisme, c'est un mot que j'aime pas, mais bon, on a entamé une guerre. Ça fait 15 ans qu'on a des grands plans, une contre-stratégie globale contre le terrorisme. On dépense des millions, mais on fait une guerre sans une définition légale de contre quoi on combat. Il n'y a pas une définition reconnue, vous le savez mieux que moi, du terrorisme. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Mais malgré ça, on a quand même réussi à faire des programmes, des programmes. Il y a 12 conventions. Il y a quand même une architecture, pas qu'à l'intérieur de l'ONU, au niveau de l'Union européenne aussi. Mais dans cette architecture, donc il y a la prévention, il y a la protection, il y a les sanctions, il y a toutes sortes de volets. Mais le volet victime, il est presque inexistant. Désolée, je ne suis pas française. Pourquoi? Moi, je pense que ce n'est pas typique qu'au terrorisme. Je pense que dans tous les domaines de droit, l'avancement même des droits de l'homme, il n'a jamais été fait à travers la perspective et le prisme des victimes. Les victimes, c'est toujours le dernier point d'arrivée. Et là, je pense que, je sais pas, il y a une connotation, ce n'est pas, mais c'est un hot potato. Il y a quand même une connotation politique au terrorisme. C'est un mot qu'on n'aime pas trop dire. Et donc, les victimes, elles sont prisonnières déjà d'une question doctrinale, d'une question légale, et on les a mis à côté. Et le fait, je pense surtout maintenant, parce que ça, c'est un terrorisme transnational, les victimes, elles sont un peu partout, c'est plus facile à les oublier. Donc, dans la plupart des pays, il n'y a rien pour les victimes de terrorisme. Et les victimes, elles sont, même au niveau vraiment des soins. Le monsieur, là, il est pris en charge. Moi, j'ai connu plein de victimes qui ont fini leurs argent pour continuer leur vie de disable. Tout à fait. Ouais.
terminerai peut-être sur votre... Vous vouliez faire un commentaire? Non. Je terminerai juste peut-être sur votre histoire particulière. Même question, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est une grande Épanouie, fleuve. belle, Oui, ça, avec un on a petit bien garçon vu. magnifique, Ouais. intelligent, qui joue bien au foot. Je pense que qui joue très bien au foot. Et Je même avec pense- un amoureux, alors imaginez comme ça va bien. T'as vu? On peut y arriver. C'est une longue fleuve. Je pense qu'au-delà de ce qu'on s'attend des institutions, au niveau individuel, parce que l'institution, je pense qu'elle doit t'appeler victime tout le temps. Elle ne peut pas se permettre tout d'un coup de t'appeler différemment. Mais toi, autant que personne, l'idée, c'est que tu prends cette chose énorme qui t'est arrivée, tu la digères, tu passes toutes les étapes, et à la fin, tu récupères aussi ce que tu étais avant. Et si tu arrives à faire ça, et ce que tu vas venir après, il y a une transformation qui fait qu'à la fin, tu as la même, c'est la question que tu te poses avec Aurélie, tu es la même, mais tu n'es plus la même. Et une fois que tu arrives à faire ça, mais ça reste avec toi tout le temps. Moi je le dis tout le temps, il y a un après, un avant, un après. Et cette date, elle a marqué la vie de notre famille, et tout ce qu'on a vécu après, c'est une vie avec un grand sens, mais il faut s'y mettre pour lui donner du sens. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose bon, Aurélie le dit très bien, moi j'accepte, j'ai accepté que ce sera comme ça tout au long de mes jours. Il y a une chose qui reste, c'est une grande tristesse. Moi j'ai un fond de tristesse qui n'est pas pour moi, ni même pour Mathias Selim, c'est la tristesse d'une vie jeune, pleine comme celle de Jean Selim qui a été prise. Et cette tristesse-là, je pense que voilà, il faut que je fasse le compte avec ça jusqu'à la fin. Merci. Et puis peut-être est-ce qu'on peut également applaudir le jeune homme qui est dans la salle? Merci. Madame Dufaux, merci et bravo pour un très beau documentaire, très fort, très réussi. Je pense qu'à l'évidence, c'est quelque chose qui nous a permis de réfléchir à la fois par le témoignage, bien sûr, avec la co-réalisation avec Antoine. Vous avez travaillé sur d'autres thématiques qui ne sont pas effectivement tout à fait aussi, je veux dire, question de la famille, la question de l'amour, des relations. J'ai regardé un petit peu les travaux que vous avez faits maintenant sur ces nouvelles thématiques. Qu'est-ce qui vous a particulièrement amené sur ce terrain? Est-ce que c'était une rencontre avec Antoine ou est-ce que c'était quelque chose qui vous a intéressé auparavant? C'est France 5 qui nous a présenté. Moi, j'avais lu la lettre d'Antoine tout de suite. Et moi, je fais des documentaires en fait pour la télévision. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de libérer une parole tue. Et là, quand je t'ai rencontré, je ne sais plus ce que je t'ai dit, mais je t'ai dit que je trouvais ça important de continuer à parler des morts. Au départ, c'était ça mon idée. Et ensuite, on a passé une année ensemble. Et je pense que tout à l'heure, vous avez dit victimisation. Et en tant que... Je représente les médias, enfin, je travaille pour les médias. Et c'est toujours très compliqué de se dire... moi, je pense qu'il faut donner la parole aux victimes, mais la frontière, elle est très compliquée avec la victimisation. Et la surenchère victimaire, tout ce dont on nous accable, les médias. Et donc, j'avais toujours ça en tête. C'était compliqué, mais à la fois, j'étais persuadée qu'il fallait faire ce doc avec Antoine. Et les gens me disaient « Ah, c'est pas trop dur ». Ben non, c'est mon devoir de citoyenne de parler, de faire parler. Nous, on est tous retournés à nos vies. Et je pense que c'est important de continuer à téléphoner. Comment ça va? Quand les gens sont accablés par le chagrin, ben c'est à nous d'être là. Mais alors justement, comment vous avez évité de tomber dans ce travers? Parce qu'à l'évidence, d'abord, il y a les témoignages, certes, ouais. mais vous avez fait une réflexion également là-dessus ou c'est venu dans le cadre simplement de ce voyage, comme il a dit tout à l'heure?
Ouais, c'était vraiment on partait à la rencontre. Moi, je le poussais, mais c'était la sensibilité d'Antoine qui faisait que ça marchait, quoi. Vous Et avez c'est appris... vrai, par Oui, exemple, je vous en prie. Mathias Selim, c'est vrai qu'on a débarqué. Moi, j'avais super envie de le rencontrer, mais on s'est dit, on verra. Filmer un enfant, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu penses? Et donc, on l'a fait au feeling avec Laura. Et on t'a pas forcé, mais je sais pas, ça s'est fait naturellement. Et ce que tu dis, enfin, merci pour ton courage. Vous avez appris quelque chose en particulier qui vous a frappé, auquel vous n'attendiez pas? Vous partiez avec une réflexion, un devoir de citoyen, vous avez dit toutes ces dimensions. Votre travail de professionnel, il a fait des documentaires sur des thématiques larges, mais certainement un peu recoupant également cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné à un moment donné pendant ces mois de tournage, enfin semaines, je dis mois, je ne sais pas si c'était des semaines ou un mois. 9 mois. 9 mois quand 9 même, mois oui. de tournage, je l'ai. La conviction qu'il faut toujours poser des questions et que le silence, il n'y a rien de pire que le silence pour moi. Et donc poser des questions, parler, mettre sur la table, bah oui, ça fait souffrir, les gens y pleurent, bah c'est pas grave. Il y avait quand on a fait la projection, non, je viens pas parce que j'ai peur de pleurer. Bah, viens pas alors, ouais. Non mais c'est pas grave de pleurer, c'est pas. Moi je pense qu'il n'y a rien de pire que le silence. Il y a des choses Et le oui. combat de Laura, et oui, la dernière chose, c'est que quand on est venu, vraiment, on voulait, enfin, moi j'avais filmé Jean Selim, donc il y avait une histoire, enfin, mais on voulait donner une dimension internationale, ou en tout cas parce qu'on savait que c'était pas que franco-français. Et quand Laura, elle a prononcé ces paroles là, dans la salle de l'ONU, en parlant de l'Irlande et en disant que la parole des victimes faisait partie de la lutte contre le terrorisme, mais moi ça m'a direct, enfin je me suis dit mais évidemment, enfin ça justifiait tout le documentaire pour moi. Clairement. Parce que je pense qu'il faut vraiment, enfin, que la parole des victimes fait partie de la lutte contre le terrorisme et que, enfin, je comprends pas qu'on les écoute pas plus, quoi. Vous réalisez que vous êtes peut-être aussi, je dirais, au début d'un processus, parce que vous commencez à partager un travail qui est un travail éducationnel. On est ici dans une institution qui travaille sur ces questions. Nous avons des gens qui, dans le cas de Laura, c'est particulier des deux côtés, ont vécu cette question. Mais aujourd'hui, il y a une dimension, je veux dire, ce que vous dites sur la réalisation en entendant l'expérience aux Nations Unies, c'est que ceci va devenir un outil de partage. C'est pour ça qu'on tenait absolument à venir. Oui. Vraiment, moi, je suis contente de revenir ici. Bienvenue à Et que Genève. des gens de l'ONU nous entendent, des étudiants, donner la parole aux victimes, c'est pas juste faire pleurer ou se donner bonne conscience. Ça a une utilité derrière parce que, enfin, oui, ça fait partie pour moi de la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup et bravo. Et justement, on va donner la parole à la salle. On a une petite vingtaine de minutes pour vos questions. Je vous demanderai simplement d'être bref, d'être concis. Plus on a la possibilité d'aller dans ce sens, plus on aura la possibilité de prendre des questions. Et voilà. Alors, qui est-ce qui veut commencer? You can ask your questions in English if you want. We'll manage to translate them. Monsieur. Thank you very much. My name is Hossein Abalani. I'm from the Geneva School of Diplomacy. Sorry, I'll be a little bit pushy and use English. First of all, let me say bravo on the movie and your ability not to hate. And let me also bow my head in respect to everyone who's given their life for a cause. My question has to do with your ability to talk to people from the other side, because while you were not able to, you kept your hate, they are full with hatred. And they come to us with this violence and with this extremist narrative that I believe we should combat it. So what do you think we should do from that perspective to eliminate the hatred that is coming from the other side? Thank you very much. Antoine. Est-ce que je peux vous demander? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez, donc, il présente ses respects et sa sympathie. Donc, oui, fondamentalement, de l'autre côté, vous avez face à vous des gens qui sont pleins de haine, qui viennent avec ce message que vous avez déjà résumé dans le film. Comment est-ce qu'on peut faire face spécifiquement à ceci? Comment est-ce que on doit donner réponse à ultimement ce type de... Dire les terroristes? Oui, oui, à l'évidence. Oui. You mean the terrorist, right? Yeah. Eh ben, en fait, justement, c'est parce que j'ai pas de réponse que j'ai écrit un livre et que j'ai fait un documentaire. C'est justement parce que c'est un chemin personnel. Et que l'idée de ce documentaire et l'idée de ce livre, c'est de vous raconter mon chemin personnel à moi.
c'est le mien, il dépend de mon histoire, il dépend de ma situation, il dépend de mon état d'esprit du moment, peut-être de mon état de forme. Mais c'est mon chemin à moi. Donc, vous, le vôtre est personnel aussi. Alors peut-être qu'à l'intérieur de ce chemin, vous pourrez y trouver des clés pour vous aider. Mais foncièrement, ou alors peut-être si je devais avoir un message, c'est que ce chemin ne peut être qu'individuel. Que individu après individu, ça devient un chemin collectif, ça devient... mais que ça ne peut pas se faire par des discours. Vous devez aller chercher au fond de vous-même. Et si je peux vous dire une seule chose, ou en tout cas une seule chose que à moi je me suis appliqué, c'est regarder les sentiments que le terrorisme provoque dans les yeux. Bomber le torse en balayant la peur d'un revers de la main, c'est accepter d'être aveugle et sourd. Muet, non, puisqu'on parle fort quand on bombe le torse et qu'on balaye la peur du revers de la main, mais c'est accepter d'être aveugle et sourd. Alors, ne soyez ni aveugle ni sourd et regardez les sentiments que ça provoque. Regardez-les avec tout ce qu'ils apportent. Regardez-les dans leur complexité. Essayez de comprendre pourquoi ils sont là. Pourquoi est-ce qu'ils sont si séduisants? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air si confortables? Et faites votre chemin. Merci, merci beaucoup. Monsieur, the mic, please. Thank you. Chaque épreuve, si douloureuse soit-elle... Parlez plus dans le microphone, s'il vous plaît. Juste rapprochez de votre bouche. Chaque épreuve, si douloureuse soit-elle, et vous en êtes l'exemple vivant, peut apporter des preuves. Vous n'aurez pas ma haine, c'est-à-dire vous n'aurez pas ma colère, mais vous aurez ma dignité. C'est une possibilité d'ajouter à nos valeurs universelles la non-colère et la dignité face à l'épreuve que l'on peut vivre et traverser. Merci. Laura, peut-être la question de dignité qu'on retrouve régulièrement dans, je dirais presque toutes pourquoi presque toutes ces interviews, c'est quelque chose que vous avez également dans vos recherches. On retrouve ce pattern également, cette capacité de dépasser par un travail sur soi, mais qui vient un peu avec l'impulsion de l'évidence presque. Je pense que l'impulsion, on l'a. C'est très beau le passage sur la scène quand vous parlez de la résilience. La résilience, ça vient même c'est un terme technique qui vient des sciences appliquées. C'est la capacité d'un objet de reprendre sa forme. Donc on est programmé comme être humain à faire face à l'adversité, à faire face à l'absurdité, à l'atrocité. Mais vu que c'est un crime, parce qu'on peut être digne même devant la mort d'un être cher par le cancer, on est digne dans la maladie, on est digne devant un tsunami, comment reconstruire une vie. Mais ça, c'est un crime. Ça, c'est un acte, ce n'est pas une fatalité. C'est quelqu'un qui, avec une intention, a décidé de te tuer. Et donc, cette dignité, cette résilience, elle doit être nourrie. Et je pense que ce qu'on fait ce soir, on parle, ce qu'il disait le professeur, c'était très vrai, on parle, et le fait que je parle à vous, vous prenez mes mots, vous les rebalancez, ça c'est... On voit, moi je trouvais une des scènes plus fortes du documentaire, c'est la scène de l'humanité. Au moment où on est en train de mourir, on se regarde dans les yeux et ce contact humain entre ces deux êtres qui ne se connaissaient pas, ça donnait un sens à une vie entière. Mais on a besoin des institutions, on a besoin c'est pour ça qu'on est dans une société civile structurée, pour que cette résilience, elle soit nourrie. Et il ne faut pas laisser seuls les gens. Et à ce point-là, la dignité, elle prend aussi une valeur collective. Je pense que répondre à ça pas avec les armes, mais avec les droits, c'est
c'est la manière de plus long terme. Merci. C'est-à-dire que ce serait peut-être la dignité de notre société de répondre par le droit. C'est un peu les deux questions qui se télescopent dans cet exercice. Votre réflexion est très personnelle. Et d'ailleurs, monsieur, merci. Je pense qu'on peut. Le sous-titre, c'est Vous aurez ma dignité, fondamentalement. Je pense que c'est ce qu'on voit clairement. Mais il y a la question, on parlait Karine tout à l'heure, qui est un peu la dimension plus sociétale, la dimension politique, la dimension de comment cette communication, ces 15 années de tout ceci. Mais vous avez fait le choix, je crois, de ne pas traiter cette question. Et en tout cas, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui est abordable avec la simplicité dont vous parliez tout à l'heure, Laura, dans le processus juridique, dans la gestion. On revient à la salle pour quelques autres questions. Je vois une main au fond là-bas, madame, et puis après la jeune fille devant. Jeune, moins jeune, c'est la même chose. Merci Pas mes beaucoup. lunettes. Ma question, elle porte sur le choix et les rencontres qu'on voit dans le film. Vous avez répondu sur un point précis, ce qui concerne le cas de Jamel. Moi, j'avais envie de savoir comment vous aviez choisi les gens, si vous en avez éliminé parce qu'ils auraient trop été dans la haine, d'une part, ou bien si vous avez des gens aussi qui ont refusé. Et à partir de là, les rencontres que vous avez faites, est-ce que dans le statut commun, alors je vais employer le terme de victime parce que je ne sais pas comment le dire autrement, mais que vous n'aimez pas, mais enfin, est-ce que ça crée forcément un lien où il y a des gens que vous avez rencontrés qui étaient dans le même cas que vous et avec lesquels il n'y a pas eu de lien qui s'est créé malgré votre expérience commune. Voilà, Merci. c'est sur ces rencontres. Merci beaucoup, c'est une question très importante. Antoine, peut-être d'abord, et puis après Karine. Ouais, alors Karine, tu vas m'aider. Alors il n'y a pas eu de casting dans le sens où non mais je veux dire dans le sens où on n'a pas cherché des gens qui correspondaient spécifiquement à ce message-là. En fait, ça s'est fait de manière très arbitraire parce que c'est vrai qu'on pourrait. On a été pris par le temps avec Karine et les informations sortaient au compte-gouttes. On voyait des portraits paraître, des interviews, et puis on avait envie de rencontrer les gens. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ne sont pas allés au bout. Il y a des gens avec qui on avait prévu des rencontres, et puis finalement ça s'est pas fait, et puis les personnes ne voulaient pas remettre le rendez-vous à plus tard. Effectivement, c'est arrivé. On a rencontré personne qui frontalement se soit opposé à ce discours-là, peut-être en même temps que cette personne-là n'aurait pas accepté d'intervenir dans ce documentaire-là, et donc c'en est certainement une des limites très objectives. Ensuite, juste pour finir sur ce sentiment de fraternité, et je pense que là vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est une fraternité instantanée, mais qui effectivement ensuite on retourne tous à nos vies, on retourne tous à nos sales caractères et nos mauvaises humeurs, et donc si l'affinité ne va pas au-delà de cette simple fraternité, quand on se reverra une fois prochaine, on aura toujours ce truc-là ensemble, mais entre les deux on ne se reverra pas. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a des rencontres voilà, où on sent que cette fraternité peut apporter autre chose, mais dans ces cas-là, on sort du statut de victime, et c'est simplement, est-ce qu'un lien amical peut se créer, est-ce qu'un lien affectif peut se créer avec quelqu'un, exactement comme pour tout le monde. Mais ouais, on n'a pas eu d'opposition frontale, mais je pense qu'ils auraient dit non, à vrai dire. Ils n'auraient même pas répondu à nos invitations. Donc, Karine? Non. Karine n'aime pas parler. Tout à l'heure, tu étais très bien pourtant, bravo. Parce que normalement, aligner plus de quelques phrases... Ça vous a manqué qu'il n'y ait pas d'autres points de vue? En fait, on le cherchait avec Jamel. Oui, c'est ça, Jamel, au départ, on pensait qu'il allait dire ça. On va vous en donner un. En fait, on a cherché à enrichir le propos en ayant justement des personnes avec un point de vue opposé. On a eu Jamel, mais en fait, toutes les personnes qui paraissaient au départ avoir un point de vue opposé, en fait, on s'est retrouvés à un même point, même si on n'avait pas pris le même chemin. Donc, en fait, c'est vrai qu'on l'a cherché le contrepoint, parce que je pense que ça aurait été aussi enrichissant d'avoir ce témoignage-là.
mais on l'a pas trouvé. Madame? Et souvent, Non. c'était compliqué pour eux. Enfin, les personnes qui avaient la haine, je pense, elles n'ont pas donné suite. Nous, on n'a jamais Ouais. cherché à convaincre. On a toujours... Antoine, il a dit, moi, je voulais pas demander aux autres ce qu'on m'aurait pas demandé à moi-même. Et donc, on n'était pas dans une démarche de convaincre où on partait à la pêche et venait vers Antoine qui avait vraiment, enfin, qui avait envie, quoi. Alors, pour répondre à votre question, non, ça ne m'a pas manqué. C'est une interrogation à titre personnel. Moi, votre film, il me fait plaisir. S'il y en a autant qui sont... Je fais partie des millions de personnes qui ont lu très vite la lettre d'Antoine sur le net. Et je me rappelle l'avoir lu en pleurant et en disant à mon compagnon, après ça, je viens de lire un truc bouleversant, ça s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine », c'est la plus belle chose qu'on puisse dire, etc. Donc, si ça va dans ce sens-là et que la plupart des gens que vous avez rencontrés sont là-dedans, j'en suis au contraire très Ouais. heureuse. Mais pour le coup, là, enfin, je sais pas si j'avais réussi à être très clair parce que Laura était intervenue pour dire quelque chose de très intéressant. Mais en fait, c'était pour dire, en fait, il y a plein de gens qui partent d'un autre point de vue. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut accepter de discuter avec eux réellement. Parce que quand on va plus avant, quand on essaie de comprendre, et je dis pas forcément débattre et convaincre, écouter. Parce que quelqu'un qui va développer son idée va parfois comprendre qu'en fait son idée n'est même pas si claire pour lui et Mais n'est on en pas voit aussi un au début. voilà, massive et Oui, écrasante. on en voit un au début, c'est l'ami d'Hélène qui était Oui. avec elle. Au tout début de l'interview, en tout cas, il dit clairement, Oui. explicitement, c'était pas mon point de départ. Oui. Voilà. Donc ce cheminement, on le voit Mais, également un mais petit peu dans le lui, film. oui, et lui est lucide pour dire mais c'est guidé par la peur, Oui, c'est ça. évidemment. Tout à fait. Mais s'il est suffisamment lucide pour voir sa peur, il sera suffisamment lucide pour essayer de dépasser aussi, je pense, ce sentiment-là. Merci. On passe donc à la dame ici, s'il vous plaît. Merci. C'est plutôt une contribution, c'est pas vraiment une question. C'est essayer de répondre à la question de ce jeune homme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'un être individuel ou une société. Et je pense qu'on a vu la réponse dans le film en voyant l'attitude, le comportement et la démarche de la vieille dame qui essaie d'aller vers les anciens terroristes et apporter l'amour, parce qu'aujourd'hui même, on voit ou on entend ce discours que love trumps hate. Et moi, je pense que c'est vrai. Et c'est-à-dire que moi, je pense que tous ces individus qui se sont trouvés dans cette piège du terrorisme, c'est parce qu'il y avait un manque. Manque très souvent, moi, je pense que j'ai vu un documentaire sur la vie de ces terroristes, ou ceux qui sont devenus terroristes. Très souvent, ils viennent d'un foyer, comment dirais-je, broken homes. Il n'y a pas le père, il n'y a pas l'amour, il y a le désespoir. Donc, c'est à nous, en tant qu'être humain, mais qui fait partie de la société globale, de l'aider, de tendre à main, de montrer l'amour, un sourire, pour ne pas laisser ces gens isolés et être pris par ces flots de terrorisme. Donc, on a tous un rôle à faire, d'essayer de détruire cette architecture du terrorisme vers notre comportement, notre amour, notre sensibilité à ce genre-là dans Merci. notre société. Justement, Laura, on voit clairement dans la discussion entre Antoine et la mère du soldat qui a été tué par Mohamed Merah, c'est un des moments très forts, en tout cas, dans le film. Et il y a cette remarque qu'elle fait, qu'elle est allée à la rencontre précisément de certains de ces acteurs terroristes en prison. Il y a toute une discussion en ce moment sur la déradicalisation, sur ces processus. Quelles sont vos réflexions sur cette question ? Moi, je crois que de toutes les rencontres, c'est celle qui m'a interrogée le plus. Parce que, d'ailleurs, quand j'étais dans la salle de la projection, parce qu'ils ont projeté le film une semaine avant la projection à la télé à Paris, et ils ont invité tous les gens qui étaient dans le film. Donc moi, je ne savais pas qui étaient les autres. Et j'étais assise à côté d'elle, par hasard. Et donc, on se dit bonjour quand on s'est assise, mais moi, je ne savais pas qui elle était. Je pensais que c'était quelqu'un. Bien sûr, je savais qu'il y avait que des victimes dans la salle, et puis je la vois passer devant l'écran. Et je l'avais à côté de moi et je me suis vraiment interrogée si
si je pouvais, moi, avoir ça dans les cordes. Moi, d'où je viens, je ne pense pas. Mais je suis d'accord avec ce que disait Karine. Je pense que nos voix peuvent être assez puissantes. Et on a quand même un droit, une obligation de compréhension. On n'a pas une obligation, aussi pour vivre mieux nous, pas de pardon, pas de... Ça dépend chacun de sa culture aussi, mais essayer de comprendre et ce que j'essaie de faire, de travailler aussi avec mon fils, il y a un contexte dans lequel les choses se font, et donc c'est important d'essayer de le comprendre au moins. Mais vu que j'ai la parole, je voudrais peut-être ajouter quelque chose sur cette question de qu'est-ce que chacun de nous peut faire. Mais nous, là, on est les victimes directes. Les victimes directes sont les gens qui, voilà, les blessés, les morts, les familles de blessés et de morts. À la limite, les victimes, ce qu'on appelle en anglais vicarious victims, que pour le terrorisme, c'est très important. Les gens qui, même les secouristes, qui sont arrivés au Bataclan et qu'aujourd'hui, peut-être, ils ont des cauchemars. Mais le terrorisme, le terrorisme, il a un aspect très spécifique qui n'est pas du terrorisme. Dans les crimes de l'humanité, contre l'humanité, on a la même chose. C'est que la relation entre le terroriste et la victime directe n'est pas une relation directe. Le victime, nous, on était juste dans la ligne de feu. Mais le terroriste, le cible, l'objectif, c'est un autre. C'est la société, c'est le gouvernement, c'est une façon de vivre. Et c'est pour ça que tout le monde, quand on dit chacun de nous pourrait être une victime, c'est parce qu'on le sent. Et donc, je pense qu'il y a quand même un devoir de la part un peu de tout le monde de répondre d'une façon intelligente, pertinente, en essayant de comprendre au terrorisme. Parce que le message du terroriste, il n'est pas que pour nous, il est pour nous tous. Et nous, on est juste les victimes directes. Et ça, je pense que ça, c'est important. Sinon, on n'arrivera pas à isoler le terrorisme. Je pense que vous avez entièrement raison. Non seulement c'est important, mais c'est en fait l'une des spécificités du terrorisme. Comme vous le savez, cette seconde population, ces victimes par ricochet, qui ne sont pas forcément par ricochet précisément, mais parfois visées dans l'impact que ça va avoir sur les sociétés. On va peut-être prendre deux dernières questions de ce côté. Voilà, monsieur. Thank you. Thank you for your portrayal of death, suffering, and life in such a beautiful format, being from the media. I congratulate you on that. My question is about the future. How do you see the film as part of the global movement against terrorism? And how would you like to see it as being at the heart of the global framework? Thank you. Thank you. Comment est-ce que vous voyez le film dans le cadre d'un mouvement mondial contre le terrorisme et comment s'insère-t-il dans un tel cadre? Comme un minuscule petit gravier sur un chemin immense qu'on doit construire, j'imagine, tous ensemble, comme une toute petite chose. C'est pas un excès de modestie, c'est pas mais c'est une toute petite chose dans le sens où si cette petite chose ne trouve pas d'écho, puisque contrairement à Laura qui est en train d'y réfléchir, contrairement à beaucoup de travaux très intéressants sur les mécanismes qui engendrent le terrorisme, sur ses conséquences, l'analyse de ses conséquences, c'est simplement un témoignage. Ce sont simplement des rencontres, ce sont des sourires, des petits moments, des toutes petites choses. Et que donc si ces toutes petites choses ne trouvent pas d'écho dans ceux qui le voient, ce documentaire, ou peut-être dans ceux qui lisent le livre, sa place dans la lutte contre le terrorisme est absolument nulle, invisible. Il n'existe pas. Donc, c'est une petite note au diapason, et tous ceux qui ont envie de se mettre sur cette note-là,
pourront le faire, mais en seront intimement les acteurs eux-mêmes. Donc voilà, un petit gravillon sur un long chemin. Merci pour votre modestie. Je pense pas que Non, tout mais le là, monde- ça l'est pas parce Je que sais, c'est je pour de sais. vrai. Parce que les travaux Oui. que fait, non, mais les travaux que fait Laura pour faire bouger les choses, par exemple, là, sont une action concrète, une action réflexive, une action qui peut amener des conséquences directes au niveau politique. Et là, oui, là, c'est quelque chose d'important. Moi, c'est un petit outil, quelque chose à partager, quoi. Merci. Madame, au fond, je vous en prie. Vous m'entendez là? Non. Si. Si on Oui, vous c'est entend, bon. allez-y, allez-y. Merci de me donner la parole. J'aimerais juste attirer l'attention sur l'ouvrage que Monsieur Léris a publié. Donc, ceux qui n'auraient pas Internet ou qui ont des amis qui vivent dans des pays où on n'a pas accès à Internet, l'ouvrage est disponible. La raison pour laquelle j'ai cet ouvrage, Monsieur Léris, c'est parce que mon neveu qui vit au Danemark et étudie au Danemark prépare votre lettre pour son baccalauréat en français. Donc, dans notre jeunesse, on a étudié le livre Le journal d'Anne Frank. Je voudrais aussi ajouter que dans les textes qu'ils ont à préparer en marge de cet ouvrage, il y a aussi des textes sur le nazisme, sur l'enlèvement, la séparation d'une famille qui a été déportée par les nazis. C'est juste pour indiquer la portée de votre livre. Merci, Monsieur Léris. Merci. 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 Je crois que vous répondez également à la question sur comment ceci s'insère dans un framework, un cadre mondial, parce que clairement, à nouveau, vous êtes modeste sur cette question, mais je crois que la puissance évocatrice, en tout cas, de ce documentaire est là, et beaucoup de monde sera d'accord avec moi, je pense, sur ceci. Je crois qu'on arrive malheureusement à la fin de notre événement. Rima, vous avez la dernière parole, allez-y. Brièvement, s'il vous plaît. Hein? If you can be brief, please. Merci. Thank you very much to the authors and producers. It's a very powerful message that we all need at the personal level and at society level. Let me tell you that I see your documentary as like trying to bring different fragments of life that was shattered and try to create life again. If I can go to other fragments, which are, if we, in the week following the Paris attack, the French forces increased their participation in the alliance against Daesh, and they intensified their attacks on areas in Iraq and Syria where there is a Daesh presence, but there were many civilian victims. And among the reported stories were school children in one of the schools in Mosul, and also more than 200 civilians in the Manbij and Raqqa areas. Now, those are victims of the war on global terrorism. Where do you see their stories fitting into your story? Thank you. Votre documentaire présente des fragments qui sont touchés par toutes ces questions de violence, de terrorisme. Dans les semaines qui ont précédé les attaques à Paris, des bombardements français ont été menés en Irak et en Syrie, dans certaines zones. Parmi ces victimes, il y avait d'autres civils, des femmes, des enfants. Comment se place, quel regard portez-vous sur ces victimes dans le cadre de cette réflexion? Merci. Mon anglais est nul, mais j'avais quand même compris la question, mais je profitais du temps que vous m'avez donné pour essayer de réfléchir, parce que... Non, parce que c'est une question très intéressante. On s'est battu avec Karine, pour revenir sur le documentaire, pour laisser apparaître les images de l'attentat en Irak. Parce que pour une chaîne de télévision française publique, c'était pas une évidence. Et on s'est battu parce qu'on voulait, parce qu'on pensait que ça faisait sens, parce qu'on pensait que c'était important de montrer qu'en Irak, quand une bombe tombe, les gens qui perdent les leurs pleurent les mêmes larmes que nous. Je me souviens d'un journaliste qui
qui est quelqu'un avec qui j'ai écourté l'interview immédiatement après avoir répondu à sa question, qui me disait en gros, mais est-ce que vous êtes sûr que si vous réagissez comme ça, enfin si vous pleurez tellement, c'est pas parce que vous n'êtes pas habitué, qu'il n'y a pas d'autres pays où on est habitué à ça? Je pense que cette personne-là manque de l'empathie dont vous faites preuve et de l'ouverture d'esprit dont vous faites preuve pour dire que les victimes sont les mêmes. Alors ensuite, moi, ma réflexion est trop limitée, mon esprit est trop petit pour comprendre les conséquences politiques et les aborder dans une dernière question comme ça. Et puis même, en fait, je vais vous dire la vérité, quand les gens vous écoutent, quand les gens vous donnent une partie de leur attention, même un moment d'attention, quand ils vous écoutent vraiment, vous devez faire très attention à ce que vous dites. C'est précieux, l'attention. Quand quelqu'un vous écoute, vraiment, c'est précieux. Donc, comme je ne veux pas dire d'idiotie, je ne peux pas extrapoler sur la situation politique et le fait que ces enfants soient des victimes de la réponse au terrorisme dont nous avons été victimes. Ce serait trop court et ma réflexion serait de toute façon trop courte. Par contre, leurs destins sont à rapprocher des nôtres, très évidemment. Merci. Alors, on arrive cette fois-ci, pour de vrai, à la fin de la séance. Un dernier merci à Antoine, à Laura et à Karine. Merci bien. Merci à vous. Et à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci.